Disons-nous les choses avec mes gens de Grigny. Aujourd'hui, je suis avec un de mes gars de Grigny, Monsieur Loufienne de l'association Lolitays. Comment vas-tu, mon ami? Toujours, on est là, au paix, au calme. Ça va? Merci Bouba pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être à la maison, Mhm. je dirais, et puis de dire les choses simplement. Et puis voilà. Mhm. Rappelons aussi aux gens que Grigny est la ville la plus pauvre de France, mais les gens sont riches de cœur ici. Et rappelons aussi, pour que les gens qui ne savent pas, c'est que Grigny est divisé en trois. Il Mhm, y a Grigny Village, la mhm, Grande Borne et Grigny 2. mhm. Et là, on parle entre pur sang grignois ici. Ouais. Dis-moi en quelques mots, comment tu as grandi à Grigny? Raconte-moi un peu ton Grigny à toi. Mon grenier à moi, c'est vrai que je suis venu à l'âge de 9 ans du pays et quand je suis arrivé ici, on vivait tous ensemble, il y avait vraiment une vraie vie. Et à un moment ou l'autre, plus on grandissait, plus on a vu certaines difficultés qui se créaient, des écarts aussi par rapport à certaines choses. Et à un moment ou l'autre, dans notre vie, on s'est dit, comme on venait de loin, moi ce qui m'a permis en tout cas, comme je venais du Congo, pays d'origine, comme je venais de loin, et on s'est dit pourquoi pas essayer la chance d'être ici, d'apporter quelque chose, Mhm. malgré que il y avait toutes ces écarts, comme on disait tout à l'heure, mais on s'est dit on peut venir de loin et faire de la différence. Donc, du coup, C'est-à-dire que j'ai pu, en tout cas à un moment ou l'autre, voir effectivement ces difficultés en tant que jeune, on a grandi, tout ce qu'on connaît un peu à Grigny, tout ce qui est émeute, tout ce Mhm. qui est la triangle des Bermudes avec Évry, Grigny, Corbeil, toutes Mhm. ces histoires-là, mais à un moment ou l'autre, en tout cas, on s'est dit que on refusait de perdre. Ça, c'est... On connaît cette phrase. Code On 147. refuse de perdre. Et du coup, tu as grandi dans cette espèce d'éducation collective de l'époque. C'est-à-dire que quand tu allais à l'Agora, si la copine à ta maman ou ta tante elle te voyait, directement, elle allait balancer à ta mère. Parce que Oui, tout le monde nous élevait, quoi. Tu as grandi dans ça voilà, aussi. c'est-à-dire que c'est un enfant était élevé par tout un chacun. C'est-à-dire que quand on voyait les tontons, et des fois on en a qui disent mais pourquoi t'appelles un tel tonton? C'est ton tonton. En fait, on se connaissait tous Mhm. et on pouvait pas se cacher. Je me rappelle une anecdote, ça m'a tellement fait sourire que il y a eu des embrouilles avec les mecs de Pyramide. Mhm. On les attendait un peu à 5 heures du matin dans un train. Et là, ces jours-là, j'ai vu un tonton que j'ai croisé, qui m'a vu, j'ai fouillé, j'ai laissé tout le monde. Et les jeunes disent, mais pourquoi t'as fouillé? Je dis, mais attendez, là, le tonton, la fille me voit, il va dire à tout le monde et ça va être compliqué pour moi à la maison. Ah, ouais. Voilà, c'était un peu dans ça, Ah, c'est-à-dire ouais. que c'est tout un village qui a essayé de contribuer à notre épanouissement. En 98, tu as fait partie du label DGC Records Mhm, pour la production d'un album aux côtés de jeunes de Grigny, avec qui mhm, tu as grandi. mhm. Et ce projet, il avait pour but d'éviter la guerre entre les quartiers. Est-ce que Oui, tu en parlais tout de suite là? c'est vrai que à un moment là, je commençais à faire animateur, Mhm. DJ à la Grande Borne, à la Balance. On avait un studio et de là, on a pu monter l'association qui s'appelait 147 Assos. Mhm. Et on a dû faire, je me suis dit, pourquoi, au lieu de toujours se battre avec entre Évry, Grigny, Corbeil, je vais essayer, en tout cas avec un ami à moi, DJ Ashkan, H, Mhm. Oui. on va essayer de créer une dynamique Mhm. qui va, en tout cas, canaliser notre force, en fait, nos colères, nos misères, les précarités de nos quartiers et nos revendications, le transposer par rapport à un support musical qui était le CD. À Mhm. l'époque, c'était les mixtapes et on a dû faire la colère d'avant le Sud. Mhm. C'était en fait un objectif, c'était d'aider les jeunes rappeurs qui émergeaient par des grosses pointures. Mhm. Par exemple, à l'époque, c'était Sté, une rappeuse de l'époque, de Vitry, qui a dû parrainer Wallen parce qu'elle n'avait pas encore sorti d'album. Mhm. Je me rappelle, Rof avait parrainé des jeunes Fikou MC. Toi-même encore, tu étais aussi avec le Baron. Mhm. Baron, un de nos anciens de Grigny. Code 147 avait parrainé à l'époque Black Rave Escadron. Voilà, c'était les grosses pointures parrainées, les petites pointures et on les transgressait notre rage, la colère de la banlieue sud. La banlieue sud, c'était rude et on s'est dit, de là, par la musique et aussi essayer de rassembler les gens. Je me rappelle Mhm. encore, Olkari avait posé avec, à l'époque avec Ulrich, voilà. C'est-à-dire que, et ça a permis aussi à un moment ou l'autre, éviter toutes les embrouilles qu'il y avait entre Évry et Grigny-Corbeil. Mhm. Parce qu'autour d'un CD et ces mixtapes-là, ça a permis d'avoir des concerts. Ces concerts, on a commencé à se fréquenter. Je me rappelle encore,
À l'époque, c'était très dur d'aller au Tartoret. Je pense un bonjour à Philippe, Bison, Mental, tout ça, là, Maison, tout ça. Là. Voilà, c'est-à-dire que ça nous a permis de nous rassembler entre Évry, Grigny, Corbeil. C'était un des projets, ça avait très bien marché. C'était l'un de mes premières, en tout cas. Parce que c'est vrai que c'était dur à l'époque. Hein. Ah, c'était très dur. Parce que les petits aujourd'hui, on les voit, ils sont là, ils font des histoires, mais. Nous, il fallait un visa. Il fallait la douane, voilà. Il fallait, pour passer Grigny, pour aller d'Évry à Corbeil, il fallait passer la douane. Et la douane, c'est nos anciens, les tarots, tout ça, qui ont fait ces choses. Et nous, les petits, derrière, on a fait avec la BAB Click, la Brigade Anti-Balance, la FDB, la Mafia Z, toutes ces choses-là. On était une équipe où, pour passer de Grigny, aller de Corbeil à Évry, il fallait passer par Grigny. Soit ils prenaient l'autre train, le train qui faisait Riff, Évry Sauvage, parce qu'ils savaient que s'ils passaient à Grigny, il y avait des gens qui allaient les arrêter. Alors à un moment ou l'autre, je me suis dit, pourquoi pas innover quelque chose, parce que j'étais dans la musique, j'étais dans le rap, pourquoi pas innover quelque chose. Et de là, on a innové ce support qui a permis de... Je pense ça a quand même freiné, parce que je me rappelle encore, je pouvais aller voir Pacha au Tartoret, Pacha, je pouvais aller voir Philippe, Mental, tous ces gens-là. Ça a permis aussi d'éviter toutes les bagarres. Je me rappelle à l'époque, on avait quand même perdu un jeune de Sinan, de Pyramide. Voilà, de Pyramide. Sinan de Corbeil, de Tartoret, mais tué par un mec des Pyramides. Pyramide, voilà. Et ça a permis d'arrêter toutes les embrouilles qui se passaient à l'époque, dans le 91, le triangle des Bermudes. Et en 2002, avec l'association 147, tu fais la compilation Justice dans le monde. Et c'est là que moi-même, j'ai vraiment entendu parler de toi, parce que en vérité, tu as eu Lofienne. Moi, comment je t'ai perçu, moi, à l'époque. Moi, je vais te dire ce que je pense de toi aujourd'hui. Moi, je te voyais en mode street, mais en mode un mec conscient. Je me souviens quand tu étais venu nous voir du 109.1, tu avais dit les gars, venez, tout ça, poser dans la compile DJ H et Nesta, tout ça. Et après, à un moment donné, même pour Justice dans le monde, on devait poser, mais nous, on était en train d'enregistrer notre bail. Et j'ai regretté de ouf, parce que quand je suis allé au plan, ils avaient fait le concert, j'étais comme ça. J'ai dit, oh, ils font le concert, moi, je suis pas là, on n'est pas là. Et moi, la question que je me pose, c'est où tu as eu ce déclic et tu étais entouré de Kaira, mon frère. Toi-même, tu étais dans ton délire, mais comment tu as fait pour pas sombrer? C'est vrai que moi, peut-être ce qui m'a aidé, c'est le fait d'être venu. J'ai quand même eu une petite enfance au Congo. Et j'ai pu voir aussi pendant la guerre qui éclatait, c'est-à-dire que mes parents m'ont fait venir en France pendant qu'il y avait une guerre qui éclatait au Congo. C'est-à-dire que j'ai pu voir des amis mourir autour de moi. Et quand je suis venu... Bon, ces images-là étaient un peu parties. Et à un moment ou l'autre, quand je me rappelle encore, ma grand-mère a appris tout ce qui se passait au niveau de la France, les embrouilles. Elle a appris un peu certaines choses. Elle m'a appelé avant de mourir. Elle m'a dit, écoute, t'es pas parti en France pour rien. Et ça, je pense, à partir de l'âge de 15 ans, ça fait un réel déclic. Je me suis dit, quand on allait dans les embrouilles, j'allais mais en reculant. Tu vois, parce que ton équipe, mais tu as conscience que tu n'es pas à ta place. Alors, mais en même temps, on avait toujours ce rage d'aller de l'avant. On a fait la colère d'Amont le Sud. Après la colère d'Amont le Sud, je commençais à être conscientisé parce qu'il y avait une campagne de Médecins sans frontières sur les enfants victimes des mines en Angola. Et c'est comme si j'ai voulu maintenant reprendre un peu mes racines, parce qu'il y avait ces placardés partout, Médecins sans frontières, des enfants victimes de mines en Angola, il faut les aider. Je me suis dit, j'ai quand même des origines aussi angolaises de ma mère. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Alors tout de suite, j'ai réuni avec mes Blaise, tout ça, Taro, l'équipe de DGC Record. J'aurais dit, moi j'ai envie de faire un album qui va s'appeler Justice dans le monde. Et cet album, c'est pas simplement faire du rap, on commençait un peu à sombrer dans le rap conscient, je peux dire, en 2000. Et je me suis dit, je veux le faire. Et l'argent qu'on va récolter, ça va partir pour les enfants victimes de mines en Angola, en collaboration avec l'Ordre de Malte et le Médecins sans frontières. Et je l'ai fait. Et là aussi, j'ai pu ramener des grosses pointures à l'époque, comme Cynic, qui se parrainait Gros Dash. Il y avait les pères d'Oumal Parana, Mafia Quinfri. Il y avait voilà, un peu de beau monde. Et là, c'était simplement que chacun, je leur disais en venant au studio, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éradiquer la pauvreté dans le monde? En fait, faites parler votre conscience pour que tout ça, ça s'arrête. Alors chacun venait au studio, je me rappelle, c'était à Chauve-souris à Ivry. Ça n'a pas été pratique parce que voilà, réunir des mondes qui avaient aussi leur propre projet autour d'un projet, d'une compilation, ça n'a pas été facile. Et après, on a quand même fait 10 000 exemplaires, on était distribués par Sony.
Ça s'est très bien écoulé. En plus, c'était de l'autoprod. Oui, 10 000 On a exemplaires, toujours autoprod. été Ok. en indé, underground, parce que comme ça, on garde nos valeurs, on garde notre éthique et on fait ce qu'on a à faire. Et ça s'est très bien écoulé. On a fait une deuxième tirage, ça s'est très bien écoulé. Et après, moi, j'ai commencé à avoir d'autres convictions et le rap, ça ne me ressemblait plus. Et c'est là qu'à un moment donné, toi, tu as enchaîné les formations Oui. délivrées par des instituts nationaux, histoire de perfectionner, d'exceller dans ton métier. Tu as eu une équivalence d'un Master 1. Tu as effectué plusieurs formations dans des domaines. Et à un moment donné, tu as vu, tu as eu des grandes ambitions pour l'entrepreneuriat. On en arrive au moment où tu quittes un peu le rap. Et à un moment donné, maintenant, voilà. Dis-moi plus. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que après, je me retrouvais plus trop dans le rap, concrètement, parce que voilà, j'avais des valeurs chrétiennes qui, voilà, ça collaborait pas. Je ne pouvais pas faire semblant à faire des choses qui ne me ressemblaient plus. Mais je me suis dit, je vais focaliser ma force, mon énergie sur l'humanitaire. Aller vers l'autre, aider l'autre. Et de là, j'ai commencé l'humanitaire en 2002 avec sur une construction d'un orphelinat au Congo. En 2005, ça a été, comment on appelle ça, inauguré. Et après, par la suite, avec l'humanitaire, je me suis dit, on était un peu, comment dire, des autodidactes. On n'est pas par voilà, nous on a fait tu me parles du master aujourd'hui, mais je veux dire quand même mon parcours, je suis passé d'un BEP électrotechnique que la conseillère à Grigny, là, elle m'a mis alors que j'avais peur de l'électricité, j'ai rien compris. Mais après, j'ai essayé, j'ai eu première année, je me rappelle, j'ai eu de BEP, j'ai eu 8, je me suis dit j'aimais quand même l'école, je voulais aller de l'avant, je me rappelle même Baudelaire, il voulait pas de moi. Pour ceux qui connaissent le lycée Baudelaire, il voulait pas de moi, mais j'avais l'envie d'aller. Et première année, je l'ai raté, le BEP. Deuxième année, en candidat libre, j'ai eu 6. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas fait pour l'école. Mais je me suis rendu compte que j'étais fait au moins pour l'animation. Et de là, j'ai commencé BAFA, BFD, le cursus général. Après les BPGF, 2EGF, aujourd'hui 2ES, CAFIRUS. Et j'ai encore d'autres ambitions l'année prochaine pour finaliser tout ça. Mais tu sais que je reviens vite fait sur ton projet d'orphelinat au Congo. C'est que moi, à l'époque où j'ai entendu parler du fait que tu faisais ça, ça m'a choqué. J'ai dit, hé, Oufiane, il est allé au bout de son idée, quoi. C'est-à-dire de vraiment, toi, ton truc, voilà, tu as justice dans le monde. Et petite anecdote, justice dans le monde, nous, on avait fait le morceau. Hein. Tu l'as jamais entendu? Nous, on avait fait le morceau et je te le ferai écouter parce qu'on l'avait fait, mais finalement, tu nous as dit, ah les gars, c'est trop tard. Et mon cœur, il était par terre, mon frère. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je perçois dans tes yeux, c'est une espèce de détermination à la grignoise un peu. Comment t'expliques cette mentalité-là, ce mental que des gens de Grigny se sont forgés comme ça? En fait, comme tu disais tout à l'heure, la pauvreté, pour moi, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'avec rien, on peut faire beaucoup de choses. Et je l'ai vite appris avec l'animation, je l'ai vite appris aussi au niveau de la France. Comme on parle des études, l'école, peut-être le cursus scolaire ne m'a pas réussi, l'éducation nationale, mais il y a l'éducation populaire, avec des valeurs. Et en France, on a la chance d'avoir le VAE, on appelle ça validation des acquis et expériences. Mes expériences associatives m'ont permis de rentrer après, de reprendre la route. Et parce qu'on a vécu sur des précarités à Surcouf, voilà, je me rappelle encore, on habitait dans un petit studio à Surcouf. Et c'est toujours se dire, on refuse de perdre. Et il y a un proverbe chinois qui dit, au lieu de maudire l'obscurité, allume ta bougie. Ça m'a toujours percé ça. C'est-à-dire que oui, on est dans l'obscurité à Grigny, on était même sous tutelle du préfet tellement c'était la galère. Hein. Donc voilà, mais on peut se dire, là où il y a le mauvais, il y a quelque chose de bon peut sortir. Mais du coup, maintenant, toi, tu reviens à Grigny avec tous tes diplômes, avec toutes tes formations, et tu deviens même formateur BPGEPS, tout ça. Et tu reviens et carrément, moi j'ai halluciné quand j'ai entendu tout ça. J'ai dit, mais attends, lui, il est devenu formateur, comment ça? C'est-à-dire un mec avec qui on a grandi, qui traînait avec nous, maintenant il est formateur et il propose des formations aux gars avec qui on a grandi. Ça n'a pas été facile d'être un formateur quand même, j'ai tiens à le dire. Parce que des fois tu dis, tu dois redresser, tu dis, mais c'est mon pote quand même. Mais après tu dis, écoute, là il n'y a pas d'histoire de pote, là c'est le cadre, c'est parce qu'on doit te donner un cadre, parce que si tu as un diplôme, c'est valorisant et quelqu'un qui va le recevoir dans son travail ne va pas savoir ce qu'il a dû faire ou pas faire et on doit être en capacité de dire oui, il a été formé par un tel. Oui, pourquoi je suis revenu à Grigny? C'est vrai que j'ai... Parce que regarde, t'aurais pu tourner le dos. Hein. Mais, par exemple, il y a des gens, à un moment donné, quand ils arrivent à ce qu'ils veulent, ça les intéresse plus l'endroit d'où ils viennent. Tu vois. Et toi, tu aurais pu faire tes affaires et comme certains qu'on connaît ou qu'on connaît pas forcément, et vas-y, tu fais tes affaires et tu dis vas-y, c'est bon, j'ai pas le temps de revenir là pour aider les miens.
C'est vrai que pourquoi je reviens souvent à Grigny, ça m'aide à rester sur, à avoir toujours les pieds à terre. Mhm. Pour être concret, peu importe ce qu'on peut faire aujourd'hui, peu importe le petit chemin qu'on a et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut accomplir en tout cas, ça me permet d'avoir toujours les pieds à terre. De voir ces petits frères qui traînent, ces petits frères voilà, qui peuvent faire des choses où je me rappelle un jour, je viens à Grigny comme ça, j'avais ma capuche parce qu'il faisait froid. Et je vois 5 jeunes qui me suivent. Après 6, après 7, après 8. Je rigole dans mon cœur et je sais un peu ce qu'on pouvait faire hier. Quand on voyait quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans le quartier, il fallait qu'on le demande son identité. Et s'il venait de quelque part, on le démarrait. Et il commence à me courser, il me course, il me course. Après, quand il arrive vers moi, quand j'arrive ma capuche, il y en a un qui m'a reconnu. Il m'a dit ah, j'ai dit voilà, je vais te gifler. Voilà. En fait, ça me permet de revenir un peu en arrière, me dire voilà, en gros, te prends pas la tête. Mhm. Ne vole pas haut. Pour aller loin, faut toujours regarder d'où on vient. Simplement, ça me permet d'avoir les pieds à terre. Mhm. Tu as formé entre-temps Lolidays, je sais pas si on en a Mhm. parlé, tu as formé Lolidays et moi ce qui m'a interpellé avec Lolidays, c'est le fait que tu montes cette épicerie sociale là, à Vitry-sur-Seine. Je me suis dit mais lui là, qu'est-ce qu'il a là? C'est comment voilà, tu vas au bout de tes idées comme on dit. Et parle-nous un petit peu de cette épicerie sociale là, que tu as montée à Vitry-sur-Seine. C'est vrai que quand j'ai passé mon DE, c'est un peu comme une licence, on m'a demandé quel projet que je pouvais tenir. C'était Mhm. en 2011. Je me suis dit, il y a déjà un travail qui s'est fait au niveau de la distribution alimentaire, que ce soit le Resto du Cœur, que ce soit le Secours Populaire, le Secours, la Croix-Rouge, ils le font déjà. Ça veut dire que les gens, quand ils sont dans le besoin, à une période, ils vont prendre des denrées alimentaires. Qu'est-ce que je veux faire qui n'existe pas encore, qui existe mais qui n'est pas assez développé et que je pourrais apporter. Et je me rappelle, c'est en 2012, il y avait la loi Benoît Hamon, c'était la construction des ESS, des entreprises d'économie sociale et solidaire. Je me suis dit, ça m'a intéressé. C'était nouveau, ça a poussé les gens à aller vers l'autonomie, ça n'était pas trop dans l'assistanat, et c'était aussi une alternative de Resto du Cœur. Parce qu'on a tous un moment de nos vies, nos parents, nos familles, des gens qu'on côtoyait, quand on nous envoyait avec le caddie aller au Resto du Cœur, tu te cachais un peu. Et je me suis dit, c'est vrai, mais Éternel et âme, tu te rends, c'est des générations en générations qui vont Mhm. vers le Resto du Cœur. Ils font un très bon travail que je salue, mais comment amener une autre alternative dans ce qu'on fait? En gros, cette alternative, c'était l'épicerie. Et dans ma ville, à Vitry-sur-Seine, où je suis maintenant, c'est une ville de 94 000 habitants. Et dans le Val-de-Marne, il y avait 11 épiceries. Il n'y avait pas d'épicerie solidaire à Vitry. Et les villes alentours, il y en avait. Je me suis dit, hop, 2013, je me lance sur ce projet, la mise en place d'une épicerie solidaire. Mais au-delà de l'épicerie solidaire, faire des choses autour. Ça veut dire aider les jeunes à aller vers l'insertion avec la formation BAFA, BFD, permettre des jeunes aussi de s'engager dans la solidarité. C'est-à-dire qu'à l'Holidays, on met en place des voyages pour les 18-25. Ça veut dire que les 18-25, on les envoie dans un pays. Ils ont été en l'île Maurice, ils ont fait l'Afrique du Sud, ils ont fait le Congo, où ils vont découvrir le pays culturellement, mais aussi vont apporter humanitairement parlant. Ça veut dire que, par exemple, à l'île Maurice, ils ont créé aussi une épicerie solidaire, et ils vont rénover les orphelinats. L'Afrique du Sud, ils ont été à Johannesburg, ils ont rénové 2 orphelinats. Là encore, cette année, ils préparent encore l'Afrique du Sud. Voilà, c'est-à-dire que comment ces jeunes, ces familles qui vont venir à l'épicerie, aider toute tranche d'âge de 0, en tout cas à 99 ans, s'épanouir par rapport bien sûr à ce que nous on sait faire. C'est-à-dire qu'il y a la formation, ça les aide à s'épanouir. Il y a la réinsertion professionnelle. On a des coachs en job. Coaching job, c'est un peu un dispositif qu'on a mis en place à l'épicerie. C'est un peu comme les cravates solidaires. Ça veut dire qu'on prépare les gens à l'entretien. Il y a des cours en fait, il y a des projets sur la fracture numérique parce qu'aujourd'hui tout est numérisé pour faire des démarches au niveau que ce soit la CAF ou la sécurité sociale, ben, c'est numérisé. On a essayé de mettre en place une plateforme numérique pour aider ces gens. C'est-à-dire que toujours être dans l'air du temps pour aider les gens à s'épanouir. Mhm. Et pas le contraire, mais la différence avec les Restos du Cœur, que nous, dans une épicerie solidaire, ils ont droit à un temps bien précis. C'est-à-dire que soit 3 mois ou 6 mois. Dans les 3 mois, 6 mois, ils quittent le dispositif. Et ils viennent par rapport à un projet. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de venir. Et bien sûr, ils sont reçus par des travailleurs sociaux qui font un travail pour voir si réellement la personne est dans le besoin. Et nous, notre équipe derrière, travaille pour aider les personnes d'aller vers l'avant. D'accord. Donc, en plus du fait de venir prendre des denrées alimentaires,
On les aide socialement, à peut-être trouver du travail, à se réinsérer, tout ça. Il y a des projets de bien-être, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, mais il y a des femmes, en tout cas, qui font un travail sur le bien-être, l'estime de soi. Il y a des cours sur le budget, comment manger à bas prix. C'est vraiment tout, on met tout en notre énergie pour que les personnes s'épanouissent demain. C'est-à-dire que ce qui se passe, je vois, on me reproche, on me dit, ouais, mais par exemple, celle qui gère aujourd'hui l'épicerie, c'était une ancienne bénéficiaire. Et des fois, dans notre déontologie, des fois, c'est pas toujours facile de voir quelqu'un, une assistance sociale demain, qui va parler avec une personne qui était aussi bénéficiaire aujourd'hui, qui prend l'ampleur. Moi, en tout cas, aujourd'hui, on croit sur les valeurs d'éducation populaire. On a grandi en France, on a appris du droit divin au concordat, tout ce qui s'ensuit pour que le peuple a pu, par rapport à la Révolution, prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, peut-être par l'éducation nationale, ne peuvent pas s'en sortir, mais par leurs compétences, leur vie, ils peuvent s'épanouir. J'en suis moi-même une preuve. Dans le sens où l'école n'avait peut-être pas marché, mais par les valeurs d'éducation populaire, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et que on marche aussi sur les valeurs d'Anta Diop, un savant. Oui, cher Anta Diop, égyptologue sénégalais. Sénégalais. Moi, ce qui m'avait frappé dans son Nation d'agriculture, comment on appelle ça, dans ce calcul, quand j'ai lu son livre, il me disait quand il avait une bonne note, Booba, son père le frappait toujours. Il dit, ouais, papa, j'ai eu 14 sur 20. Mais. On t'écoute. Ok. Il dit que son père, il dit, oui, j'ai eu 14 sur 20, mais son père le frappait. Mais il dit, mais c'est bizarre, papa, j'ai eu 14 sur 20, tu me réprimandes. Il dit, oui, mais qui de ta classe a eu 14 sur 20 comme toi? Ben non, moi, je travaille pour moi, pourquoi tu veux que mon voisin ait 14 comme moi? Et son père va lui dire, un meilleur, un bon, c'est celui qui est en capacité de aider son voisin à exceller plus que lui. Et telle était sa démarche, et telle était sa philosophie, et que tel est aussi notre chemin de travail aujourd'hui, et moi et les gens qui m'entourent aujourd'hui. C'est dire que oui, on peut aller quelque part, mais seul on va vite, ensemble on va loin. Pour finir, parce qu'on va terminer notre émission, parce que sinon tu connais, on est entre gens de Grigny, là, on est capable de parler pendant 10 000 ans. En 2017, tu as effectué la fonction d'administrateur au conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux, Essonne et Val-de-Marne. Et pour terminer, tu as été directeur du centre social André Chédid à Orly. Maintenant, on va terminer par... Je vais te dire des phrases, tu vas me les commenter. L'espoir, l'Afrique, le franc CFA, impôt colonial. Commente-moi ça, s'il te plaît. Ben, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, on est arrivé à une étape où, effectivement, il y a eu, on connaît tous l'histoire de la France-Afrique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails tout de suite, parce que sinon on va prendre du temps à développer, tu connais. Mais je vais simplement dire qu'on est cette génération qui devons créer des ponts. C'est vrai qu'on a grandi ici, on a été équipé ici, la France nous a tout donné, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, comment faire pour donner aussi à ceux qui ont envie de voir ces choses éclore? Ton Grigny d'avant et ton Grigny d'aujourd'hui. Mon Grigny d'aujourd'hui me fait très mal, mais je crois encore il y a l'espoir quand je vois Jiggy, je vois tous ces gens qui viennent de Grigny qui essaient de s'en sortir. Vivacité, no job training, Oplay. Il y a beaucoup de gens et que j'ai toujours une fierté quand je les vois, ou Omar, tout ce qu'il essaie de faire avec Greenwood, tout ça, tous ces gens-là. Poul Push aussi. Voilà. Musique, Poul Push. Tout ce que je vois, c'est à chaque fois, je peux. Quand je vois, je dis ah c'est méga, c'est méga, c'est méga. Pourquoi? Parce que il y a encore de l'espoir. Et je me rends compte que ceux de hier ont compris que ce qu'on a pu vivre hier, c'est une force, parce que ce qui ne tue pas, ça nous rend fort. L'implication des grands dans les quartiers. Selon toi, est-ce qu'ils sont responsables un peu de la dérive un peu de nos petits là? Oui, s'ils ne se prennent pas en main. S'ils ne se prennent pas en main, mais comme on dit, il y a du bon, il y a du mauvais, maintenant c'est aux jeunes de faire le tri. T'as vu, moi souvent je suis à Massy, je travaille là-bas et je leur dis je viens de Grigny. Ils me disent mais vous êtes bizarres. J'entends ils me disent il y a des gens de leur âge qui ont 20 ans qui leur disent je viens de Grigny. Et ils disent mais vous aimez trop Grigny, c'est quoi votre problème? Et ils l'entendent avec moi aussi, je viens de Grigny à 40 ans. Et toi, comment t'expliques cet amour qu'on a pour Grigny? En quelques mots. Parce qu'on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu. Et on veut en fait, en tout cas ça c'est moi, on veut dire aux autres qui nous ont toujours pointé du doigt qu'ils avaient tort. Et que dans le mauvais, il y a du bon qui peut sortir. Quel regard tu portes sur ton parcours, ton cheminement aujourd'hui,
alors que tu étais avec nous tous là. Tu traînais avec nous tous au quartier. Ça me... C'est dur cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que tous ensemble, on peut aller. Mon rêve, c'est que de voir un vrai collectif qui se lève et qui peut dire à tous ces politiciens qui nous ont laissés, qui ont pu mettre en place ces grands ensembles, ces ghettos, leur dire qu'ils ont eu tort. Parce que y a une génération, effectivement, nos pères étaient là pour travailler, ils n'ont pas fait, mais cette génération ont compris et vont faire bouger les choses, et je le crois. Sur ces mots, l'homme fort de Grigny, je te remercie. Oh, merci à vous en tout cas, et j'espère que des NLC ira encore plus loin et de nous donner la parole. C'est pas toujours pratique et surtout qu'on n'aime pas toujours ça, mais on est obligé de le faire parce qu'il y a des frères qui nous regardent et qu'on a envie simplement de passer le flambeau. Merci à vous.